Moi, je voudrais ajouter quelque chose encore par rapport à la question qui est posée. Effectivement, la question de la redécouverte, il faut être très clair là-dessus. Imaginez un instant qu'on puisse avoir comme projet didactique de faire redécouvrir la science, c'est complètement aberrant. Il n'y a aucun espoir là. Donc il faut être très clair. Le but de la démarche que l'on fait vivre en classe aux élèves ne constitue pas, enfin n'a pas comme projet la redécouverte de la science. Bon, là, il faut être absolument clair là-dessus. C'est plutôt de leur faire comprendre d'une manière, pas par le discours, mais par le vécu, comment fonctionne la science. Et là, on peut s'interroger effectivement, alors, tu évoquais tout à l'heure la démarche historique, et bon, j'y reviendrai, la démarche historique, elle n'est pas forcément condamnable, hein, mais elle ne peut pas être, la démarche historique, par exemple, expliquer aux élèves comment a fonctionné Claude Bernard, ça ne peut avoir un sens que pour un élève qui a déjà un rapport à la science à peu près bien construit. C'est-à-dire comme nous. Hein. Effectivement, quand il nous l'a exposé, on a tous compris. Pour un élève, c'est un peu différent, sauf si déjà un travail a été fait. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il n'y a pas lieu d'évacuer la démarche, de raconter l'histoire de Claude Bernard ou de tel ou tel autre lors de tel ou tel travail scientifique. Inversement, espérer enseigner des notions nouvelles, et au moins au départ, par une approche historique, je pense que ça serait très vite rébarbatif. Ça peut être intéressant comme ça, par curiosité au début, mais ça serait très vite rébarbatif. Je crois qu'il y a lieu de prendre en compte, en tout cas dans nos disciplines, une notion didactique qui est tout à fait fondamentale, c'est la notion de représentation ou de conception. Pourquoi? Parce que la particularité des élèves, c'est d'avoir des connaissances qui ne sont pas, comment dirais-je, qui sont erronées au sens de la science. Chevalard fait la différence, et moi, Chevalard est un dialecticien de mathématiques auquel je me réfère très souvent, il fait la différence entre savoir et connaissance. Et je crois qu'on aurait tout intérêt à faire ce type de différence. Qu'appelle-t-il une connaissance? Il parle de connaissance pour tout ce que nous avons présent individuellement, chacun pour nous, dans notre esprit. Et dans ces connaissances, il y a des choses que la science reconnaît, il y a des choses que la science ne reconnaît pas. C'est-à-dire, on peut considérer qu'une connaissance, c'est un schéma théorique qui nous permet d'appréhender la réalité d'une certaine façon. Et tout le monde a des connaissances. Et il n'y a pas besoin d'avoir été à l'école pour en avoir, et ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école que toutes les connaissances sont forcément bien modifiées. Et Chevalard oppose à la notion de connaissance la notion de savoir. Les savoirs, ce sont des connaissances, mais qui ont un statut institutionnel. C'est-à-dire qu'ils sont validés à l'intérieur d'une institution. Ainsi, les savoirs en physique, les savoirs en biologie, les savoirs en mathématiques sont validés par des institutions, des académies, qui, en physique, en mathématiques, en biologie, etc., valident ces savoirs à un certain moment comme des connaissances partageables entre différentes personnes et qui aident à résoudre certains problèmes. Je dis à un certain moment parce qu'un savoir n'a aucun caractère définitif. Il doit évoluer, il peut même être renversé complètement. Kuhn a très bien montré comment les révolutions scientifiques ont permis, s'accompagnent de bouleversements complets dans la science et de remplacement de paradigmes par d'autres paradigmes. Bon, je renvoie à la littérature de Kuhn qui est de ce point de vue-là très intéressante. Et alors, je disais ça parce que souvent on se dit, mais alors comment fonctionner? Eh bien, si on veut que les élèves pratiquent une démarche scientifique, il faut accepter qu'ils puissent formuler des hypothèses. Sur quoi vont-ils baser ces hypothèses? Sur leur connaissance, et pas forcément sur les savoirs. D'accord? Sur leur connaissance. Et dans leur connaissance, il y a naturellement des connaissances erronées, il y a des erreurs. Ce qu'on habituellement on appelle, par terme de représentation ou de conception, qui sont très très bien étudiées, qu'on connaît bien, notamment, mais qu'on connaît même en mathématiques, je veux dire les théorèmes en acte, les choses comme ça, c'est très bien connu ça. Peut-être pas de tout le monde, mais il y a une littérature là-dessus. Maintenant, ça fait partie des choses qui sont presque plus étudiées en didactique des sciences, parce qu'on a l'impression qu'on a fait le tour. En réalité, on s'aperçoit qu'on en découvre tous les jours. Mais, et donc, on va s'appuyer sur ces connaissances individuelles des élèves et les faire fonctionner. Et permettre aux élèves de formuler des hypothèses qui s'appuient sur ces connaissances. Ce qui veut dire qu'il faut donner à l'erreur un statut complètement différent. Si notre projet,
c'est de corriger les erreurs, de faire disparaître prématurément les erreurs. On va se casser la figure, on n'aura pas de base. L'erreur, c'est une richesse. Les erreurs, c'est-à-dire les connaissances erronées des élèves, c'est précisément ce qui va permettre à ces élèves de formuler des hypothèses qui ne seront pas forcément validées par l'expérience ou par tout autre mode de validation. Et par conséquent, si on les tue dans l'œuf, ces erreurs, si on espère les tuer, parce qu'on ne les tue jamais, eh bien, on va se priver d'un outil, alors qu'on a précisément là, et c'est ce que les néophytes dans l'enseignement ne comprennent pas. Dans les néophytes, il y a des vieux barbus, croyez-moi. Eh bien, ils ne comprennent pas que l'enseignant a à sa disposition un trésor, et que ce trésor, c'est précisément les conceptions, les représentations, les erreurs que font les élèves, les gens, les étudiants, qui sont en face d'eux, et que ce sont ces erreurs qui vont le permettre, parce qu'on finalement, on ne construit de nouvelles connaissances qu'en prenant en compte, qu'en acceptant l'idée qu'on s'est trompé. Mais pour accepter l'idée qu'on s'est trompé, encore faut-il avoir explicité pour soi ce qu'on va abandonner. Et donc il faut des situations qui permettent de le faire. Rousseau, de ce point de vue-là, d'ailleurs, dans sa théorie des situations dialectiques en mathématiques, nous donne des pistes qui en mathématiques sont très élaborées, mais qui peuvent être reprises après aménagement, bien sûr, dans les autres disciplines, enfin la mienne en tout cas, ça c'est clair, avec le souci de bien ménager des phases de travail, ce qu'il appelle des situations, je préfère parler de phases à l'intérieur, des phases de travail où le travail de l'élève et celui du maître est différent à chaque fois, avec un statut donné à l'erreur qui est complètement différent. Et il y a, comme chez Rousseau, ce qu'il appelle les phases d'action, qu'on pourrait appeler les phases de recherche en quelque sorte, où on agit, où on confronte, où on rentre on essaie de problématiser une question. Bon. Et puis derrière, il propose des phases on pourrait appeler des phases de formulation, ou des moments où les élèves qui ont travaillé en groupe et qui ont cherché, et à qui on n'a rien dit, et à qui on n'a surtout pas corrigé les erreurs, bien sûr, vont formuler devant la classe leurs hypothèses, leurs réponses, leur point de vue par rapport à la question posée. Et naturellement, là-dedans, il faut espérer surtout qu'il y ait beaucoup d'erreurs. Parce que ça va permettre le débat, ça va permettre de voir s'il y a des points de désaccord, ça va permettre même de monter des expérimentations en vue de voir s'il y a des hypothèses qui résistent au débat, et bien ces hypothèses, il va falloir à ce moment-là les soumettre éventuellement à l'expérience. Donc deuxième phase, les phases de formulation qui sont très importantes. Troisième catégorie de phase, troisième phase, les phases de validation. Eh bien, montons des expériences et puis expérimentons, puis regardons. Ça tient la route, ça ne tient pas la route, qu'est-ce qu'on peut dire après? Et finalement, à la fin, et qui sera le début d'un tour suivant, ce qu'on pourrait appeler une phase d'institutionnalisation. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on retient, et qu'est-ce que la science dit de ce qu'on a fait aujourd'hui, ou de ce qu'on a fait là pendant la demi-heure, qui va donner lieu à un nouveau problème ou à une nouvelle question qu'on va poser. Et quelle nouvelle question on va se poser? Et tout ça, on le fait écrire, etc. Donc vous voyez, ces phases, bon, je retiens chez Rousseau ces 4 aspects, mais il y en a bien d'autres, c'est beaucoup plus riche, mais je dirais que moi, en tout cas pour la physique, je trouve que c'est vraiment très riche, à savoir que on structure la classe et le travail en classe autour de moments qui sont bien déterminés, où le rôle de l'enseignant est complètement différent à chaque moment. Il y a des moments où j'aide les élèves, il y a des moments où je ne les aide pas. Il y a des moments où je leur donne la réponse, il y a des moments où je ne vais pas vers la réponse. Il y a des moments où j'aimerais qu'il y ait des erreurs, et je favorise à ce moment-là des activités qui vont permettre à ces erreurs d'arriver, d'être produites dans la classe. Et je crois que, bon, je ne veux pas être trop long, mais je crois qu'effectivement, ça donne une idée de la... Je veux dire, on a parlé de modélisation, on a parlé de démarche scientifique, etc. Mais tout ça doit être conçu à l'intérieur même d'une situation de classe qui est extrêmement structurée.